Aujourd'hui, on va parler de géologie. Audrey, on avait dit qu'on parlait de préhistoire. Oui, mais pour l'archéologie, la géologie, c'est assez indispensable au final. Parce que qu'est-ce qu'ils font les archéologues? Ils creusent des trous dans la terre. Du coup, c'est pas forcément plus mal si on comprend un petit peu plus la terre. Oui, bon, c'est vrai que comprendre les paysages et les milieux dans lesquels vivaient les préhistoriques, c'est quand même utile. Et puis en plus, pour les archéologues, ça permet de décrypter le paysage actuel et de savoir où creuser. Ouais, ok, bon, on va faire un peu de géol. Mais bon, on va pas non plus parler de toute la géologie. En fait, pour les archéologues, ça se joue plus ou moins à deux échelles. Il y a l'échelle longue, la formation des roches, l'histoire de la vie, etc., où on va pouvoir situer la préhistoire. Et puis, il y a une échelle un petit peu plus courte, qui est celle de la formation des sols. Ça peut indiquer où creuser, comment creuser, bref, l'art de creuser. Tu m'en veux pas, mais j'ai un petit creux. Bon. Pour bien saisir les problématiques entre géologie et préhistoire, il va falloir parler de l'échelle des temps géologiques. Parce que les géologues travaillent sur un temps considérablement plus long que celui des préhistoriens, qui est déjà pas mal en soi. Du coup, si on veut parler des temps géologiques, il va falloir prendre un petit peu de recul. Non mais, Audrey, on va pas commencer avec le Big Bang. Attends, La formation de la Terre, ça suffit. t'es pas partie, toi? Je suis à 2 mètres de toi, je t'entends. Oh, mais ça va, si on peut plus parler de Big Bang, je sais pas ce qu'il faut faire, franchement. Donc, 4,5 milliards d'années nous séparent depuis la formation de la Terre. Pour se repérer dans tout ça, on utilise l'échelle des temps géologiques. Et au tout début, c'est le précambrien, qui représente en fait 90% de l'histoire géologique de la Terre. Ouais, du coup, quand on vous dit que la préhistoire est longue, le précambrien se fout un petit peu de notre gueule. Et alors, pour ces périodes-là, la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui n'est pas conservée, on la connaît vraiment très mal. Ce qu'on sait, c'est qu'aux alentours de 3,85 milliards d'années, les premières formes de vie unicellulaires se sont développées dans les océans. Par contre, on a beaucoup plus d'informations sur les périodes suivantes qui vont être découpées en 3 ères, le paléozoïque, le mésozoïque et le cénozoïque. En fait, au final, on retrouve la même racine dans les terminologies de la préhistoire avec le paléolithique et le mésolithique, par exemple. C'est toujours la même recette. Et du coup, ces ères, on va aussi les retrouver sous le nom de ères primaires, ères secondaires et ères tertiaires, et elles vont être elles-mêmes subdivisées en périodes et en époques. Après, nous, c'est vrai qu'on n'est pas spécialiste, du coup, on va surtout parler des périodes. Donc, par exemple, la sortie de l'eau des végétaux se passe il y a 440 millions d'années. Donc, au paléozoïque, et plus précisément au silurien. La période après, donc le dénovien, correspond à la sortie de l'eau des petits reptiles. Et pour voir des dinosaures, il faut attendre 230 millions d'années, et juste 5 millions d'années après, ils vont être rejoints par les petits mammifères. Ils vont cohabiter ensemble tout le Mésozoïque, donc c'est-à-dire le Triassique, le Jurassique, le Crétacé, jusqu'à ce que... Et du coup, les premiers représentants de la lignée humaine se trouvent là, à la toute fin de cette histoire en fait. Les paléanthropologues estiment que Toumaï, notre plus ancien ancêtre connu à ce jour, aurait vécu il y a 7 millions d'années au Miocène. Alors que le premier représentant du genre Homo habilis, lui on le retrouve à 2,4 millions d'années. Mais on y reviendra. Depuis, nous sommes dans le Quaternaire, la dernière période du Cénozoïque. En fait, cette période a été déterminée en fonction de l'apparition du genre Homo, et certains géologues contestent un petit peu cette appellation puisque les ères primaires, secondaires et tertiaires ont été déterminées plutôt en fonction de l'extinction massive des espèces que de l'apparition d'une espèce en particulier. Donc, en gros, le Quaternaire, c'est la préhistoire. Et le Quaternaire, on va le découper en 2 périodes, le Pléistocène qui commence étonnamment à 2,6 millions d'années et qui termine en 11 700 précisément. C'est une question de climat, mais on y reviendra. Et donc depuis, on est dans l'Holocène. Certains chercheurs proposent d'établir même une nouvelle période géologique qui s'appellerait l'Anthropocène. En fait, c'est une période qui serait marquée par l'impact des humains sur les écosystèmes terrestres. Bon, il n'y a pas vraiment de consensus sur cette période, et puis en plus, comme on vient de le dire, elle rentre pas trop dans la logique de détermination des périodes géologiques. En tous les cas, à toutes les périodes géologiques, les phénomènes géologiques, biologiques et climatiques sont liés et vont s'inscrire dans le paysage.
Et si ces périodes sont faites en fonction des cycles de la vie, la Terre, elle, en attendant, elle continue à faire la sienne. Donc, les différentes couleurs de cette carte indiquent les sédiments ou les roches qui affleurent aujourd'hui. Et en même temps, ça indique l'âge de formation de ces sols, donc les périodes que l'on a évoquées, le Silurien, le Dénovien, le Crétacé. Et en fait, les roches les plus anciennes sont des roches granitiques. En France, on en a un exemple, c'est par exemple le Massif central ou le Massif armoricain qui du coup à l'époque étaient bien plus hauts et qui ont été considérablement érodés. C'est vrai qu'on ne va pas vraiment faire de l'alpinisme à Quimper, quoi. Alors oui, effectivement, à la base, c'est la croûte continentale, donc un socle granitique qui recouvre l'ensemble des continents. Mais on voit sur cette carte qu'il y a d'autres couleurs, donc d'autres formations rocheuses ou sédimentaires. Alors, les formations sédimentaires vont en fait se former dans des bassins, et les sédiments vont être accumulés grâce à la mer, aux lacs, aux fleuves. Donc en fait, si on trouve à Paris des roches sédimentaires, ça veut dire qu'un jour, il y a eu la mer ici. Et en fait, même plusieurs fois, puisque Paris se trouve au niveau de la plus récente couche. Et on voit sur l'échelle de la carte que les différentes étendues colorées correspondent en fait aux périodes géologiques. Donc avec le paléozoïque, le cénozoïque, etc. Donc par exemple, en bleu, on a l'étendue de la mer au Jurassique, en vert, l'étendue de la mer Crétacée, etc. jusqu'au tertiaire. Et au quaternaire, en fait, on se retrouve même avec des formations qui sont toujours en cours. Par exemple, on a des formations que vous voyez le long des fleuves, au niveau du bassin Kita. Ce sont des endroits où les sables, les sédiments continuent à se déposer. Et en parallèle des dépositions sédimentaires, on a aussi des dépôts volcaniques. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des roches volcaniques récentes au sommet des reliefs, comme par exemple au niveau du Massif central, qui est en fait encore en activité, il érupte à peu près tous les 5000 ans. La carte géologique reflète donc à la fois la typologie des roches et l'âge de leur formation. Du coup, les paysages que dépeigne cette carte en fait, sont les mêmes que ceux qu'ont foulé les préhistoriques. Et ça, c'est vraiment pas une information à négliger, parce que ça peut aider les archéologues à retrouver par exemple les gisements de silex. Et même plus loin, on peut retrouver la provenance de matières premières qui ont pu voyager sur des centaines de kilomètres. Donc là, on touche même à des questions d'échange et de mobilité des sociétés paléolithiques. Et ça, c'est vraiment que pour la formation des roches. Il y a une autre partie géologique qui va vraiment intéresser les archéologues, c'est la formation des sols. Il serait peut-être temps de creuser la question. Ah, le gâteau est prêt. Ah.